Honorables camarades de la haute direction du parti, camarades ambassadeurs, mesdames et messieurs les journalistes, chers invités, chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre présence. Depuis plusieurs semaines, les ambassadeurs du pacte social viennent devant vous pour parler de la Côte d'Ivoire, telle qu'elle est vécue, et pas seulement telle qu'elle est racontée. Aujourd'hui, il m'appartient de parler de la justice sociale. Mais qu'est-ce que la justice sociale? Ce n'est pas une formule de meeting. Ce n'est pas seulement la justice rendue dans les tribunaux. La justice sociale, c'est une question beaucoup plus simple. Est-ce que, dans notre pays, l'endroit où vous naissez, la famille dans laquelle vous naissez, votre niveau de revenu ou vos opinions politiques déterminent les droits auxquels vous aurez accès? Voilà la justice sociale. C'est la République lorsqu'elle entre dans la vie quotidienne des gens. Et après 15 années de pouvoir du régime actuel, il ne s'agit même plus de dresser un bilan supplémentaire. Les Ivoiriens connaissent leur quotidien. Notre devoir est désormais de mettre des faits sur ce qu'ils ressentent, d'en rechercher les causes et surtout de proposer une autre direction. Je veux également être clair. Nous n'allons pas nier ce qui a été réalisé. Le nier serait de mauvaise foi. Mais la véritable question est celle-ci. La croissance économique et les investissements ont-ils amélioré la vie de tous les Ivoiriens? C'est là que commence notre désaccord. Car un pays peut construire des ponts et laisser des enfants sans école. Il peut éclairer un village et laisser les familles incapables de payer la facture. Il peut distribuer des cartes d'assurance maladie et laisser le malade sans médecin. Il peut embellir Abidjan et dans le même temps détruire le toit d'une famille pauvre. Et c'est précisément lorsque cela arrive que la question de la justice sociale devient incontournable. Commençons par nos enfants. En 2010, le candidat Alassane Ouattara promettait une école gratuite et obligatoire jusqu'à 15 ans, 60 000 classes au primaire, 5 000 au collège, 60 000 instituteurs recrutés et formés. Il promettait encore que 100% des enfants en âge d'être scolarisés en primaire en 5 ans, puis 100% au premier cycle du secondaire en 10 ans. Il promettait également 810 milliards de francs CFA pour moderniser notre système éducatif. 15 ans après, regardons seulement les chiffres officiels. Dans le premier cycle du secondaire public, on atteint en moyenne 74 élèves par classe, alors que l'administration elle-même avait fixé une norme de 55. Pour l'année scolaire 2024-2025, un peu plus de 36 000 enfants n'ont pas pu accéder au CP1. Parmi eux, 18% faute de capacité d'accueil. Et selon le RGPH 2021 et les données reprises par l'UNICEF, environ 2 millions d'enfants se trouvent hors du système scolaire. Voilà la première injustice. On proclame l'école obligatoire, mais l'État n'est pas toujours capable de donner une place à l'enfant auquel il impose cette obligation. Et pendant ce temps, notre école publique recule au profit du privé. Aujourd'hui, 64% des élèves du secondaire sont scolarisés dans le privé et 77% des établissements secondaires sont privés. Ce qui devait être un service public universel a progressivement été externalisé vers des établissements privés que les familles doivent financer directement ou indirectement. Et regardez l'environnement dans lequel nos enfants étudient. Dans le primaire public, parce que là je parle du public, seulement 33% des écoles disposent de l'électricité.
42,7% ont un point d'eau. Moins de la moitié disposent de latrines fonctionnelles. Au secondaire, près de 9 établissements sur 10 n'ont pas de cantine. Je voudrais que nous arrêtions un instant, que nous arrêtions de parler en milliards. Je voudrais que nous écoutions un enfant de cette Côte d'Ivoire-là. Écoutez. En fait, moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Moi, ce qui m'a poussé à sortir, c'est que pendant la crise post-électorale en 2010, j'ai perdu mes 2 parents. Alors, j'avais personne pour m'aider. Et un jour, nous sommes restés à l'école. Il y avait un document acheté, le professeur rentrait en classe. Il y a un mot qu'il a employé qui m'a beaucoup touché. Il a même dit que l'école n'est pas faite pour les pauvres. Et j'ai su ce qu'il disait que c'était vrai. C'est vraiment, l'école n'est pas faite pour les pauvres. Parce qu'il y a des documents achetés, d'autres achètent, et moi je ne peux pas acheter. Si j'avais les moyens, je pourrais acheter. Je me suis dit quoi? Au lieu de continuer après aller m'asseoir avec les diplômes sans travail, je préfère sortir. Je préfère souffrir ailleurs que de souffrir dans mon propre pays. Vous avez entendu? L'école n'est pas faite pour les pauvres. Cette phrase seule devrait nous empêcher de dormir. Parce qu'aucun enfant ne devrait jamais pouvoir quitter son pays en ayant retenu de son passage à l'école de Côte d'Ivoire que le savoir était réservé à ceux qui avaient de l'argent. Ce jeune homme n'est pas une statistique. Il est le visage humain d'un système. Et lorsque les statistiques rencontrent les visages, on comprend mieux la réalité. La Cour des comptes nous apprend ainsi qu'en 2021, sur les investissements financés par le Trésor, la présidence de la République a exécuté 272,5 milliards de francs CFA, contre 28,9 milliards pour l'éducation nationale. 9 fois plus. Ce n'est pas une estimation du PPACI. Les 2 chiffres figurent dans le même tableau de la Cour des comptes. Plus grave encore, pendant 3 années environ, 31 milliards de francs CFA de dons destinés aux candidats scolaires, aux cantines scolaires, sont restés inexécutés, alors que près de 9 collèges et lycées sur 10 n'ont pas de cantine. Où est passé l'argent? Voilà le problème que nous posons. Ce n'est pas seulement combien l'État dépense-t-il, c'est plutôt quelles sont ses priorités. Prenons maintenant la santé. En 2010, la couverture maladie universelle devait être proposée aux Ivoiriens dans les 6 mois suivant l'arrivée au pouvoir du régime Ouattara. La loi n'est intervenue qu'en 2014. L'expérimentation n'a commencé qu'en 2017. Les premières prestations ne sont intervenues qu'en 2019. Ce qui était annoncé pour 6 mois en 2010 dans leur programme de campagne a donc nécessité plusieurs années avant que les premiers soins soient effectivement délivrés. La CNAM annonçait au 2 décembre 2025 plus de 22,7 millions de personnes enrôlées. À la fin septembre 2025, environ 10 millions de cartes ont été distribuées. Mais pour quels résultats concrets? Qui cotise réellement? Qui bénéficie de façon concrète de la CNU? Le rapport du programme social du gouvernement reconnaissait lui-même que moins de 10% des assurés du secteur informel s'étaient acquittés au moins une fois de leur cotisation. Pourquoi? Parce qu'une carte ne soigne personne toute seule. Il faut du personnel de santé disponible, et pour tous. Le ministère de la Santé dénombrait dans son rapport 2024 5 447 médecins pour tout le pays, dont 3 691 effectivement soignants. Et pourtant, sur les 34 régions sanitaires, 22 régions ont moins d'1 médecin pour 10 000 habitants. Plus frappant encore, la mortalité maternelle hospitalière était de 254 décès pour 100 000 naissances dans le Bunkani, contre 21 dans le Poro. Selon la région où elle accouche, une femme ivoirienne peut courir un risque radicalement différent. Est-ce que c'est ça l'égalité devant le service public?
Notre problème avec la CMU n'est pas dans son principe. L'accès de tous les Ivoiriens aux soins est une nécessité. Et cette ambition n'est d'ailleurs pas née avec le régime actuel. Sous la présidence de Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire avait déjà engagé la mise en place de l'assurance maladie universelle. Ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est qu'un projet aussi essentiel, qui devrait être un véritable instrument de solidarité nationale, ait fini par ressembler davantage à une promesse que l'on ressort à l'approche des élections qu'à un droit durablement garanti aux Ivoiriens. Notre problème est là, la distance entre la carte et le soin. Nous voulons une couverture médicale qui ne s'arrête pas aux morceaux de plastique que l'on met dans la poche. Nous voulons une CMU qui, lorsque l'Ivoirien est malade, lui ouvre réellement la porte d'un centre de santé qui fonctionne. Derrière la carte, il faut un médecin. Derrière la carte, il faut des médicaments. Derrière la carte, il faut un plateau technique. Derrière la carte, il faut surtout la même chance d'être soigné, quel que soit l'endroit où l'on vit. Et puis, il y a un calendrier que chacun pourra apprécier. Regardez, la CMU, 0 cotisation. Elle a commencé quand? Elle a commencé le 1er mai 2025, 5 mois avant l'élection présidentielle. Elle a ensuite été prolongée jusqu'au 31 décembre 2025, couvrant ainsi la séquence électorale qui se poursuivait avec les législatives. La Caisse nationale d'assurance maladie attribue à cette période près de 6 millions d'enrôlements supplémentaires. Je ne ferai aucun procès d'intention. Je constate simplement les dates. Mais, lorsque la gratuité apparaît à l'approche des élections et disparaît lorsque les élections s'éloignent, les Ivoiriens sont en droit de s'interroger. Voilà notre différence. Nous, au PPACI, nous ne voulons pas seulement donner aux Ivoiriens une carte de santé. Nous ne voulons pas leur donner un bout de plastique. Nous voulons leur garantir le droit d'être effectivement soignés, quelle que soit leur région d'origine. Voyons maintenant le logement des Ivoiriens. En 2010, on nous promettait la maison à dos. Vous savez, la maison à 5 millions de francs CFA, remboursable avec 25 000 francs par mois. En 2015, l'engagement était porté à 500 000 logements sociaux en 10 ans. Et pour les quartiers précaires, le programme du candidat Ouattara promettait non pas leur destruction, mais leur restructuration en eau, en électricité, en éclairage public. Or, le propre bilan du programme social du gouvernement évoquait seulement 15 618 logements implantés depuis 2011, toutes catégories confondues. Et les documents analysés permettent notamment d'identifier 637 logements sociaux effectivement livrés par la SICOGI entre 2012 et 2018. En 2023 encore, le programme d'urgence de 25 000 logements se trouvait au stade des études et des procédures d'appel d'offres. En résumé, les logements sociaux ne sont pas arrivés. Mais les bulldozers, eux, sont arrivés. À partir de 2024, Amnesty International a documenté les conséquences humaines des démolitions. Environ 28 000 personnes affectées à Boribana, 5 000 à Banco 1, 1199 familles à Gesco, 600 familles à l'abattoir. Je voudrais que nous écoutions un autre Ivoirien, un homme qui explique avoir voté pour Alassane Ouattara en 2010 et qui, après avoir été déguerpi du quartier Goblet, porte aujourd'hui un autre regard sur ce choix. Écoutez-le. Je suis un homme de RAGP. Voilà, j'étais voté. Je suis fier. Et d'autres me sont fâchés contre moi.
Aujourd'hui, si je suis dans ce quartier-là, ça va pas, je suis content d'être ici. C'est le manque de moyens qui a fait que je suis ici aujourd'hui. Voilà. Là, je veux que tu écoutes ce que je te dis très bien. Si je suis dans ce quartier, ça va pas, je suis fier d'être ici. C'est pas un quartier où on doit vivre. Mais si on est ici, c'est le manque de moyens, c'est la misère. Voilà. À temps normal, tendez-nous la main. Voilà tout ce peuple-là. Personne. Le quartier prend plus de 8000 populations. Aujourd'hui, là, on n'a pas de docteur. On est là. On t'a voté là, on ne savait pas que c'était comme ça, tu allais nous récompenser. Voilà. C'est la misère, la solution de la misère que tu as envoyée chez nous. C'est pas la solution, hein. C'est la solution de la misère, la pauvreté. Tu nous avais promis que nous tous là, on va oublier la misère. Mais aujourd'hui là, c'est plus que la misère. Il avait voté Ouattara en 2010. Il avait espéré. Et quelques années plus tard, il s'est retrouvé du côté de ceux que la modernisation chasse de leur maison. Ce témoignage ne doit pas être traité comme une vengeance politique. Il doit nous interroger, nous interpeller. Parce qu'un État moderne ne peut pas considérer les pauvres comme une gêne urbaine. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels protège le droit à un logement suffisant. Et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU rappelle qu'une expulsion ne doit pas laisser une famille sans solution de logement. Dans plusieurs opérations de déguerpissement ici en Côte d'Ivoire, Amnesty International a précisément relevé des insuffisances de consultation, de préavis et d'indemnisation préalable. Nous, au PPACI, notre principe sera simple. Pas de déguerpissement sans solution digne de relogement. Voyons maintenant la question de l'eau et de l'électricité. Sur l'électricité, deux choses ont été faites. On va pas le nier. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si un village est couvert lorsque la ligne électrique arrive, une famille, elle est éclairée lorsque le courant arrive jusqu'à chez elle et qu'elle peut payer la facture. Ce n'est pas la même chose. Le rapport du programme social du gouvernement de 2023 évoque un taux de couverture compris autour de 86 à 88%, selon le référentiel démographique qu'ils retiennent. Mais depuis 2023, les tarifs ont également augmenté. Une première hausse ciblée en juillet 2023, puis une hausse de 10% applicable à l'ensemble des abonnés à partir de janvier 2024. Il ne suffit donc pas de compter les poteaux pour dire qu'il y a de l'électricité partout. Il faut aussi regarder les factures. Même chose pour l'eau. Afrobaromètre constatait en 2024 que l'eau était devenue l'une des 3 principales préoccupations des citoyens ivoiriens, citée par 29% des personnes interrogées dans les données de 2021. Et le propre rapport du Premier ministre comptabilisait récemment plus de 16 000 pompes réhabilitées, réparées ou remplacées. Et ça faut bien comprendre, si après plus d'une décennie au pouvoir, si après presque 15 ans au pouvoir, il faut encore réparer autant de pompes, c'est que la question de l'accès réel à l'eau potable demeure entière. Faut pas se mentir. Mais aujourd'hui, un autre danger vient aggraver cette situation. Et ce danger, c'est l'orpaillage clandestin. La SODECI elle-même lançait publiquement cet avertissement. L'or passe, l'eau reste. Et elle précisait que l'orpaillage clandestin et l'utilisation de produits toxiques tels que le mercure détruisent les rivières, au point de provoquer l'arrêt de certaines usines de traitement et par conséquent des coupures d'eau pour des milliers de familles. Ce cri d'alerte doit être entendu pour ce qu'il est. Lorsque l'opérateur chargé de produire et de distribuer l'eau potable en vient lui-même à alerter publiquement sur la dégradation de la ressource qu'il doit traiter, nous ne sommes plus devant une simple difficulté environnementale. Nous sommes devant une menace directe sur un service public essentiel.
car l'orpaillage clandestin ne détruit pas seulement des sols ou des rivières. Lorsqu'il pollue la rivière qui alimente une ville, eh bien, il arrive jusque dans le robinet des familles. Il devient alors un problème de santé publique, un problème social. Parce que c'est un problème social, parce que ce sont d'abord des familles, les familles les plus modestes, qui souffrent des coupures et doivent acheter de l'eau ailleurs. C'est un problème économique. Et surtout, c'est un problème de responsabilité de l'État. L'État ne peut pas et ne doit pas se contenter de demander aux populations de protéger l'environnement. Il appartient à l'État, il lui appartient d'empêcher que des activités clandestines puissent durablement compromettre l'accès de milliers de citoyens à une ressource aussi fondamentale que l'eau potable. L'eau potable, l'eau potable n'est pas un luxe. Ce n'est pas un privilège réservé à certaines villes ou à certaines catégories sociales. C'est une condition élémentaire de la dignité humaine. Et c'est aussi cela, la justice sociale. Construire des infrastructures est important. Étendre les réseaux est nécessaire. Mais la première responsabilité demeure de garantir que l'eau qui circule dans ces réseaux soit disponible, accessible et potable. Enfin, et surtout, je dirais le plus important, il y a aussi la question de notre système judiciaire, ou du moins la question de la justice tout court. Il y a effectivement une première injustice, plus silencieuse, plus discrète, et donc plus redoutable. Elle commence parfois quelques jours après la naissance. Selon les données de l'UNICEF reprises dans notre étude, environ 2 millions d'enfants ivoiriens ne disposent pas d'un acte de naissance. Pour régulariser la situation, les familles doivent souvent passer par un jugement supplétif, avec un coût moyen qui a été évalué à environ 30 000 francs CFA. Et sans acte de naissance, commence alors une chaîne d'exclusion. Difficulté pour entrer à l'école. Difficulté pour passer certains examens. Difficulté pour obtenir ensuite une CNI ou s'enrôler correctement dans certains dispositifs publics. Et une fois adulte, difficulté pour exercer pleinement sa citoyenneté. Je dis difficulté, mais on pourrait dire impossibilité. Réfléchissons à cela. Dans la même République, certains enfants reçoivent, dès leur naissance, tous les moyens d'exister juridiquement, et d'autres doivent payer pour prouver qu'ils existent. La pauvreté ne doit jamais condamner un enfant à l'invisibilité. C'est pourquoi la justice sociale commence aussi par un état civil fiable, accessible, de proximité et réellement abordable pour toutes les familles. Et cette injustice ou cette inégalité, elle se poursuit devant le juge. Le comité contre la torture des Nations Unies constatait encore en juillet 2024 une population carcérale proche de 3 fois la capacité totale des prisons, ainsi que des conditions préoccupantes d'hygiène, d'alimentation et de détention. Et s'inquiéter des détentions préventives de longue durée. Il faut quand même rappeler qu'un prévenu demeure innocent. Il demeure présumé innocent. La justice ne doit jamais être une peine avant la condamnation. Et surtout, elle doit être la même pour tous, puissants ou pauvres, gouvernants ou opposants. C'est aussi ça la République. La question des prisonniers d'opinion a déjà été abordée par l'ambassadeur en charge du pilier des droits de l'homme et de la protection des citoyens. Je n'y reviendrai donc que brièvement, mais la gravité de la situation impose de rappeler un principe simple. La prison ne doit jamais être la réponse aux désaccords politiques. Les Nations Unies ont elles-mêmes alerté sur la surpopulation carcérale et sur le recours aux détentions préventives de longue durée en Côte d'Ivoire. Lorsqu'un régime
ne répond plus à la contradiction par les arguments, mais par les poursuites judiciaires et l'enfermement, il ne démontre pas sa force. Il révèle son incapacité à convaincre. Et c'est précisément là que la justice sociale rejoint la démocratie. Car une démocratie ne se mesure pas seulement au fait d'organiser des élections, elle se mesure aussi à la place qu'elle laisse au pluralisme, à la contradiction, et surtout à la possibilité réelle pour chaque citoyen de choisir librement entre les différentes offres politiques concurrentes. À cet égard, le Conseil constitutionnel a proclamé pour l'élection présidentielle de 2025 un résultat de 89,77%, avec un taux officiel de participation de 50,10%, dans un scrutin auquel plusieurs des principales figures de l'opposition n'ont pas pu prendre part, ou du moins ont été empêchés. Je ne veux pas refaire ici le débat électoral, ce n'est même pas le propos. Je veux simplement montrer qu'il existe un même fil conducteur entre toutes les injustices que nous venons d'évoquer. L'enfant, qui aujourd'hui n'a pas d'acte de naissance, et peut-être l'adulte qui demain n'aura pas de CNI, ne sera pas inscrit sur la liste électorale, et ne pourra pas exercer pleinement sa citoyenneté. Alors quel est le problème de fond? Lorsque nous mettons bout à bout l'école, la santé, le logement, l'eau, l'électricité, l'état civil, la justice, un même constat apparaît. Le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas seulement un problème de richesse, c'est un problème de répartition des priorités de la République. C'est un problème de redistribution des richesses. Notre budget national a considérablement augmenté. Des infrastructures ont été réalisées. Mais trop d'Ivoiriens regardent encore cette croissance passer devant eux sans que la croissance entre véritablement dans leur maison. C'est ça que le pacte social voulu par le référent politique, le président Laurent Gbagbo, entend changer. Nous ne dévoilons pas aujourd'hui chacune de nos propositions. Elles seront présentées, chiffrées, discutées le moment venu. Et surtout, nous irons les confronter à la réalité. Nous irons dans les régions, nous irons dans les quartiers, nous irons dans les villages, nous irons dans la diaspora. Nous écouterons ceux qui vivent ces problèmes avant de prétendre les résoudre. Mais notre direction est déjà claire. Remettre la chose publique au centre. Remettre la chose publique au centre. La République, voyez-vous, n'appartient ni à un parti, ni à un clan, ni aux plus riches. Elle appartient à tous. Honorables camarades de la haute direction du parti, camarades ambassadeurs, mesdames et messieurs les journalistes, chers invités, les questions que nous posons aujourd'hui, la question du moins que nous posons aujourd'hui, est au fond très simple. C'est la suivante. À quoi sert un État? À quoi sert la croissance si l'enfant pauvre reste devant la porte de l'école? À quoi sert la carte CMU si la mère de famille ne trouve pas le médecin lorsqu'elle accouche? À quoi ça sert d'embellir la ville si celui qui y vit depuis 20 ans se retrouve un matin devant les gravats de sa maison? À quoi ça sert d'électrifier un village si les familles ne peuvent pas payer le courant? À quoi ça sert de parler de citoyenneté à un enfant auquel la République n'a même pas donné la preuve officielle qu'il existe? La grandeur d'un pays ne se mesure pas à la hauteur de ses poux. Elle se mesure à la distance qui sépare le plus faible de ses citoyens de la protection de l'État. Et c'est cette distance que nous voulons réduire. Nous voulons
Une Côte d'Ivoire où l'enfant d'un paysan peut rêver aussi grand que l'enfant d'un ministre. Nous voulons d'une Côte d'Ivoire où être pauvre ne signifie pas être invisible, où tomber malade ne signifie pas choisir entre se soigner et nourrir sa famille, où le développement ne chasse pas les plus faibles, mais les emmène avec lui, où l'État ne demande pas d'abord qui es-tu, pour qui votes-tu, combien gagnes-tu, où habites-tu, mais où l'État dit simplement « tu es ivoirien, tu as des droits et je suis là pour les garantir ». Voilà le pacte que nous voulons construire. Un pacte entre la République et son peuple. Un pacte dans lequel l'État tient parole. Un pacte dans lequel aucun Ivoirien n'est oublié, méprisé, humilié. Je voudrais pour terminer saluer le travail de tous les ambassadeurs du pacte social qui m'ont précédé et qui poursuivent cette réflexion pour leurs piliers respectifs. Nous avons encore beaucoup à faire. Le peuple nous regarde. Il nous demande pas de lui promettre davantage. Il nous demande de comprendre ce qu'il vit, de respecter son intelligence et demain, de tenir nos engagements. Au fond, notre ambition peut se résumer en quelques mots. Faire de la politique, non pas pour se servir du peuple, mais pour servir le peuple. Et lorsque viendra le temps de choisir nos priorités, souvenons-nous toujours de ceci. Eux pourront compter les ponts à Abidjan. Nous compterons les vies améliorées. Parce qu'un pont est utile, oui. Une route est utile, oui. Un stade peut être utile, effectivement. Mais une république n'a réellement réussi que lorsque l'enfant peut apprendre, lorsque le malade peut être soigné, lorsque la famille peut vivre sous un toit, lorsque l'eau coule au robinet, lorsque la lumière reste allumée, lorsque le citoyen existe devant la loi, et lorsque la justice protège chacun avec la même force et ne terrorise personne. C'est cette Côte d'Ivoire que nous voulons servir. C'est cette Côte d'Ivoire que nous voulons reconstruire ensemble. Et dans cette Côte d'Ivoire-là, aucun Ivoirien ne devra jamais être laissé au bord du chemin. Je vous remercie.